Histoire du club comme chaque jour, Laura. Alors là, vous allez revenir sur Donald Trump, mais votre histoire, c'est quand Donald Trump prend des libertés avec l'histoire. Il n'y a rien que les Américains ne puissent faire, a déclaré Donald Trump hier sous la rotonde du Capitole. Et il a donné quelques exemples. Écoutez. Les Américains ont parcouru des milliers de kilomètres à travers une terre sauvage et accidentée. Ils ont traversé des déserts, escaladé des montagnes, bravé des dangers de toutes sortes, conquis le Far West et mis fin à l'esclavage. Les Américains ont sauvé des millions de personnes de la tyrannie, sorti des milliards de personnes de la pauvreté, dompté l'électricité et divisé l'atome. Les Américains ont divisé l'atome, divisé le noyau d'un atome. Pour petit rappel scientifique, c'est un moyen d'obtenir de l'énergie nucléaire. Mais ce que dit Donald Trump n'est pas vrai. Ce ne sont pas les Américains les premiers qui ont divisé l'atome, mais c'est dommage, on a la réponse en lisant notre antenne. Je suis toujours bridée dans mes volontés de questionner ce plateau. Et Magali, on a nos anti-sèches. On va dire à Nicolas, notre chef d'édition, de ne pas mettre les réponses en avance. Exactement, c'est très injuste, Nicolas. Les Néo-Zélandais, et oui, les Néo-Zélandais qui ont divisé l'atome les premiers et qui ont relevé, bien sûr, la faute de Donald Trump. C'est un certain Nick Smith, maire de la ville de Nelson, qui a relevé l'erreur historique publiquement sur son compte Facebook. Regardez. J'ai été un peu surpris par le nouveau président Donald Trump dans son discours sur la grandeur américaine, affirmant que les Américains ont séparé l'atome, alors que cet honneur appartient au fils le plus célèbre et préféré de Nelson, Sir Ernest Rutherford. Et donc c'est un homme illustre là-bas. Pour être très précis, un homme illustre qui a étudié dans sa ville, au Nelson College, durant ses jeunes années. Ernest Rutherford était né en 1871, un tout petit peu plus loin, à Brightwater, une autre ville, à une vingtaine de kilomètres de Nelson, porté par ses excellents résultats en maths et en physique, bien sûr. Il avait quitté la Nouvelle-Zélande pour devenir un chercheur, un grand chercheur à l'étranger. Nick Smith le rappelle dans son post Facebook. Au passage, sans oublier de piquer Donald Trump, écoutez, les recherches innovantes de Rutherford ont été réalisées aux universités de Cambridge et Manchester, au Royaume-Uni, et à l'université McGill de Montréal, au Canada, pas encore partie des États-Unis. Petit smiley. Oui, petit clin d'œil, effectivement, ouais. Au Canada pour la blague, mais c'est en Angleterre qu'il a obtenu son plus grand succès. En 1908, le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur les substances radioactives et fait sa plus grande découverte en 1911, l'existence du noyau au cœur de l'atome. Rutherford a été anobli par le roi George V, il est mort en Angleterre et il a été enterré à l'abbaye de Westminster, aux côtés d'un certain nombre de monarques, de Charles Dickens et d'Isaac Newton, signe de la reconnaissance, la très grande reconnaissance qui lui était déjà témoignée. Mais là, c'est la Nouvelle-Zélande qui s'est souvenue de lui. Elle ne l'a en réalité jamais oublié, puisqu'elle a immortalisé son visage sur ses billets de 100 $. Regardez, ce qui explique peut-être aussi que le pays n'ait pas pu laisser passer la faute de Trump. Elle a vu ça, elle voit ça, elle a ça sous ses yeux. Il existe aussi une rue et un hôtel Rutherford à Nelson, la ville de ses premières études, ainsi qu'un mémorial à Brightwater, là où il est né, composé comme il se doit, regarder de quelques panneaux biographiques et d'une statue le représentant enfant. On peut le visiter librement, ce mémorial. C'est d'ailleurs une photo de cette statue que Nick Smith a choisie pour illustrer sa publication Facebook, assortie d'une proposition d'invitation. Écoutez, je vais vous la lire. J'inviterai l'ambassadeur des États-Unis en Nouvelle-Zélande, lorsque le président l'aura nommé, pour visiter le Rutherford Memorial à Brightwater, afin que nous puissions nous assurer ensemble que l'histoire se souvient bien de qui a divisé l'atome le premier. Dans tout ce que j'ai lu sur la personnalité d'Ernest Rutherford, pour préparer cette histoire, un trait a retenu mon attention. Pour ses étudiants, il avait l'image d'un homme extrêmement attaché aux faits. Aux faits expérimentés, oui, vous le voyez ici, extrêmement attaché aux faits expérimentés, plus qu'à la théorie, qui pouvait selon lui se mêler parfois à l'opinion. La mise au point de son lointain compatriote respecte ainsi ce qu'il était. Ah mais c'est incroyable, vous dites, attendez, il était du 19e siècle. Il parle de faits, d'opinions. Au 19e siècle, il est mort au 20e siècle. D'accord, très bien. Donc, mais c'est quand même précurseur dans ce qu'on est en train de vivre entre les faits alternatifs, les opinions qui sont confortées plus que effectivement la vérité. C'est extrêmement intéressant. Lui, c'est l'expérience à laquelle il attachait de l'importance. Faute historique,
Vrai fake news, quel est votre avis autour de la table? C'est classique, hein. Ouais. Même sur la partie électricité, hein, Nikola Tesla, parce que je pense que c'est à lui qu'il pense, qui était l'ingénieur qui était vraiment derrière Edison. Enfin, à la base, à l'époque austro-hongrois, mais serbe en fait. Et quand vous allez en Serbie, il y a du Nikola Tesla partout. Il est d'ailleurs enterré toujours en Serbie. Donc, mais c'est récurrent en fait pour lui. Enfin, c'est une usine à fake news, Donald Trump. Enfin, il n'y a pas d'autre façon de le calculer, de l'expliquer. Le Groenland, il a dit que ça n'appartenait pas véritablement au Danemark, alors que pour le coup, c'est l'un des rares territoires où il y a une décision de justice qui dit que le Groenland appartient au Danemark et non pas à la Norvège. Il a dit que pour justifier que TikTok n'allait pas, enfin qu'il allait mettre un délai de carence à TikTok, il a dit qu'il avait gagné la jeunesse par 32%, il l'a perdu par 11%. Donc c'est une usine à fake news, mais en fait finalement il s'en fout. En fait, ça lui permet d'occuper l'espace médiatique, ça lui permet de justifier son discours, mais en fait finalement effectivement il a une très, en fait, il n'y a pas de vérité pour lui. En fait, il y a des faits alternatifs, des vérités alternatives. Mais voilà, en fait, la vérité intrinsèque ne l'intéresse pas, je pense. Douglas Yates est également en direct avec nous. Bonjour, spécialiste en sciences politiques américain. Effectivement, pour Donald Trump, ça n'a aucune espèce d'importance, la vérité? Non. In fact, il y a un livre récemment édité chez Cambridge University Press qui a fait une étude comparée des tyrans, autocrates, dictateurs et leur usage de propagande, qui distingue entre le propagande soft, qui est effort de convaincre, et le propagande hard. Et c'est une propagande où tu t'en fiches complètement de la vérité. Les gens, soit ils subissent à ton opinion, ou soit ils sont exclus. Et maintenant, le plus grand le mensonge, le plus important que les membres du culte de Donald Trump acceptent. Et donc, avec la loi de Brandolini, on passe 10 fois plus de temps à rectifier les erreurs que disent Donald Trump que de faire ces mensonges. Il saupoudre avec les mensonges comme les mines de vérité contre ses opposants. Mais l'essentiel, c'est qu'on n'accepte pas. Sinon, c'est la soumission d'esprit à un tyran. Donc il ne faut pas abandonner, c'est ce que vous nous dites, surtout pas abandonner, même s'il convainc ses électeurs, même s'il y a un large part de fans de Donald Trump à qui ça convient très bien, il ne faut surtout pas abandonner parce que c'est quoi? C'est mettre en danger la démocratie? Oui, en plus, ça montre l'importance d'offrir le bon journalisme, d'offrir la vérité, d'offrir de l'éducation. Comme on dit souvent, Noam Chomsky, quand il cite John Donne, on méprise les gens pour être aveugles après en avoir enlevé leurs yeux. Donc oui, le travail c'est très bon, la rectification, les corrections, les errata, mais c'est un travail de fourmi contre un molasse de mensonges. Oui. Et mais c'est essentiel de n'accepter pas, de soumettre pas à ces mensonges, parce que ça, c'est la dernière étape de autocratie. Exactement, c'est un travail de fourmi, mais surtout, quelquefois, vous dites que c'est peut-être vain, parce que auprès de certaines populations, ça n'a aucune espèce d'importance, ces vérifications, ils n'y croient pas, il y a toute une part de la population qui est perdue, vous ne pensez pas? Oui. Oui, et la population a une attitude avec la vérité factuelle que eux, ils souffrent, ils ne sont pas compris, ils ne sont pas donnés l'éducation, ils ne sont pas donnés gratuitement l'information qu'ils ont besoin. Il y a des mensonges qui sont contrebandés par tout le monde. Et donc, pour eux, ils n'ont pas vu l'intérêt de la vérité scientifique. Ils prennent des opinions, ils agissent avec leurs émotions. Et c'est que très important dans son travail, finalement, c'est de montrer que le mensonge a des conséquences néfastes pour la démocratie, mais aussi pour le climat, aussi pour la paix, et etc., etc. Et de montrer les conséquences de ces mensonges et continuellement être vigilante pour chaque mensonge, de faire cet effort de la loi de Brandolini, de faire cet effort de fourmi, parce que finalement, la vérité, c'est un, et les mensonges sont multiples. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Si je me fais l'avocat du diable,
Et pourquoi pas? Peut-être qu'il a dû juste une bêtise, il ne le savait pas. Alors, il se peut qu'il ait dit une bêtise, parce qu'on lui a fait son discours, et à mon avis, sincèrement, ça, pour une fois, je crois qu'il n'était pas vraiment conscient de son mensonge. Mais je pense qu'il y a vraiment un aspect chez Trump, et en général chez les populistes, et ce que nous souhaitons, pas nous, mais la plupart de la population dans le monde, c'est l'homme providentiel. Et il incarne l'homme providentiel, c'est un populiste total, qui est là et qui doit dire les choses. Moi, je me souviens, j'étais pendant le Covid aux États-Unis. Les gens attendaient sa conférence de presse, et plus il leur montait, plus il leur disait mais c'est rien, vous n'inquiétez pas, il n'y a rien du tout, buvez de l'eau de Javel. Ouais. Plus les gens voulaient le croire. Les gens sont à la recherche d'une vérité parce qu'ils ont besoin de croire. Et il incarne cette espèce de force de la nature, comme ça. Et donc ça, c'est important. Et puis alors, n'oublie pas que Zuckerberg a aussi maintenant annoncé qu'il allait arrêter de faire le fact-checking, de vérifier les... Parce que finalement... il disait que ça faisait même plus de mal que de vérifier finalement, que ça a été contre-productif. Mais c'est pas vrai. Ça va extrêmement loin. Ce qui fait beaucoup plus de mal, c'est effectivement de détruire l'image de l'homme providentiel. Ça, c'est sûr. Et ça le dérange, parce que c'est vrai que c'est pratique. C'est plus facile de faire surfer les gens sur des mensonges, parce que ça fait beaucoup plus d'algorithmes, ça fait beaucoup plus de tweets, bien sûr, de reprises et tout. Ouais, oui, et en fait, et ce qui rend les choses vraiment compliquées aussi, c'est que les gens ont envie de croire. Enfin, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et donc finalement, quand ça va dans le sens de leurs convictions, en fait, finalement, c'est extrêmement compliqué de leur dire que finalement, ce que vous a raconté Donald Trump, c'est soit beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, bon, des fois, il raconte absolument n'importe quoi, mais des fois, il y a un fond de vrai. Et donc, en fait, c'est juste qu'il va l'interpréter d'une façon qui est erronée, mais pour le coup, il y a des fois des fonds de vrai. Donc, pour le coup, ça, en fait, les gens vont grosso modo survoler les choses, vont se dire ah ben ça va dans le sens de mes convictions et donc j'ai envie d'y croire et donc j'y crois, et du coup c'est extrêmement compliqué d'aller ensuite expliquer que, déjà que les choses sont complexes, et que deux, effectivement il faut aller des fois au rebours de ses propres convictions, et pour le coup c'est ça qui rend finalement ce genre de discours extrêmement puissant, c'est que ça permet effectivement, en jouant sur les émotions comme ça a été dit tout à l'heure, ça permet de mobiliser une base et de la chauffer à blanc. C'est ça, il y a les informations d'un côté et puis les convictions qui sont renforcées de l'autre, et ce sont deux choses différentes. Quoi qu'il arrive, on est rentré dans une nouvelle ère. Ça, c'est certain. Oui, tout à fait. On en parle suffisamment sur ce plateau dans la guerre de l'information. Et la guerre de l'information se base sur les émotions pour motiver les gens. Et le problème, c'est qu'on a des moyens de communication tellement importants que le mensonge circule très vite. Et qu'effectivement, il y a des gens qui sont prêts à croire parce qu'ils ont besoin de croire en quelque chose. Ils vont y croire. Et alors, pour démentir la réalité, le mensonge, ça va être extrêmement difficile. Voilà. Donc, on est vraiment dans le combat de l'information pour l'information et peut-être pour la vérité. Et la vérité est essentielle. Et ça, on le dira jamais assez. Merci beaucoup. Merci Douglas Yates aussi d'avoir été en direct avec nous cet après-midi. Laurent, on se retrouve évidemment demain pour l'histoire du club à 16h30. En attendant, restez avec nous. Sur LCI, vous retrouvez Émilie Broussoulou. C'est l'heure du grand dossier. Excellente soirée à tous.